Salut! Maintenant, vous le savez, je traite d'un sujet toutes les 2 semaines en solo sur mon podcast. Et aujourd'hui, j'ai décidé de traiter de la masculinité. C'est tiré évidemment de ma newsletter. J'espère que vous êtes abonnés. Et je voulais vous parler de masculinité parce que c'est un sujet qui est compliqué. Comme l'expose brillamment la série Adolescents, les hommes ne savent plus vraiment être des pères. Ils ne savent plus quel code suivre. Et pour moi, c'est un challenge, en fait, de traiter de ce sujet, tant on a l'impression, en tant qu'homme en tout cas, de marcher sur des œufs. Et j'ai décidé malgré tout de relever le défi. Parce que la semaine dernière, je discutais avec un ami, qui est un ami de longue date, père de 2 garçons adolescents. Et la voix un peu incertaine, il m'a confié: «Ah, tu sais Greg, je sais plus quoi leur dire. Comment être un homme aujourd'hui? Quels conseils leur donner quand moi-même, je n'y comprends plus rien?» Et son désarroi m'a vraiment profondément touché car il résonne avec une question que je me pose depuis l'adolescence. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un homme dans notre société? Est-ce qu'il est encore possible d'incarner une masculinité qui ne soit ni toxique ni effacée? Comment naviguer entre les attentes contradictoires qui bombardent les hommes aujourd'hui? Et surtout, pourquoi est-il devenu si difficile de simplement être soi-même? Est-ce que cela signifie même quelque chose? J'en suis pas si sûr. La confusion, elle règne partout. Et la bouleversante série Adolescence à laquelle je faisais référence, qui est passée sur Netflix, qui est toujours d'ailleurs, nous plonge dans la réalité de jeunes garçons qui sont perdus, tiraillés entre des modèles masculinistes qui prolifèrent sur les réseaux sociaux et une société qui condamne évidemment à juste titre les comportements toxiques. Mais pendant ce temps-là, on a aussi l'affaire Gérard Depardieu en France qui révèle nos incohérences collectives. Comment comprendre qu'un comportement de prédateur puisse encore être défendu au nom du génie artistique, y compris par des figures féminines respectées? Dans ma propre histoire, des femmes m'ont parfois qualifié de trop sensible ou de tellement fragile, pouvoir simplement exprimer mes ressentis avec vivacité. Et ces expériences m'ont amené à m'interroger profondément. Notre société sait-elle ce qu'elle attend des hommes? Savons-nous, en tant qu'hommes, ce que nous voulons être? Cette confusion n'est pas seulement théorique, elle se manifeste dans nos comportements quotidiens, évidemment dans nos relations, dans notre façon d'élever nos enfants, et à peu près, en réalité, à tous les niveaux. Et elle a des conséquences réelles sur la santé mentale des hommes, sur les dynamiques de couple, sur l'éducation des garçons, qui tentent désespérément de trouver des repères. Et dans ce brouillard identitaire, c'est extrêmement compliqué. Les modèles masculins, ils manquent cruellement. Les pères sont souvent absents. Les films et les séries sont en général, pas toujours, mais caricaturaux. Et les algorithmes des réseaux sociaux, comme je le disais tout à l'heure, ils les avantagent des avis extrêmes, plutôt masculinistes. De mon côté, j'observe des hommes qui, comme des caméléons, changent de personnalité selon qu'ils cherchent à séduire, ou qu'ils cherchent à impressionner leur père masculin, ou encore à répondre aux attentes contradictoires de la société. La masculinité, c'est devenu un champ de mine, en réalité. Si vous avez un pas trop appuyé vers une virilité, eh ben vous êtes un dinosaure toxique. Si vous avez un pas trop léger, vous êtes invisible ou insignifiant. Et ce numéro d'équilibriste épuise des générations entières d'hommes qui ne savent plus qui ils sont censés être. Alors aujourd'hui, je plonge sans retenue dans cette question qui est, je crois, explosive. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un homme au XXIe siècle, quand personne, ni les hommes, ni les femmes, ni même la société ne semble capable de formuler une réponse qui soit cohérente? C'est étrange parce que paradoxalement, pour un homme, parler de masculinité, ça reste compliqué. En ce qui me concerne, j'ai l'impression de dire une bêtise parfois, ou en tout cas d'avoir peur de le faire et de ne pas être légitime. J'avais d'ailleurs expliqué à Angelo Follet sur son podcast cette peur d'être un homme. Et il y a quelques années, mais en fait la peur est toujours là, d'une certaine manière. Mais aujourd'hui, je me sens plus légitime que jamais pour mettre les 2 pieds dans le plat. Je vais commencer par mon histoire personnelle parce que je crois qu'elle offre quelques clés de compréhension. Enfant, j'avais un père qui était pompier de Paris, musclé et plutôt ce qu'on appelle viril, une sorte de super-héros en quelque sorte, mais un super-héros qui était chroniquement absent, qui ne prenait pas le temps pour ses enfants,
Il était commercial avec le Maghreb, donc il était souvent en voyage et par ailleurs, il ne nous a pas beaucoup accompagnés. Il ne nous a pas appris à faire du vélo, il n'a pas joué avec nous. Il était un excellent bricoleur, mais chaque fois qu'on essayait de l'aider et d'être curieux, il nous rejetait en nous disant que nous étions des incapables, mon frère et moi. C'était pas forcément méchant, d'une certaine manière, c'était juste réaliste, on lui faisait perdre du temps. Et si je partage ça, c'est parce que je ne crois pas être le seul homme à avoir eu un père absent. Et donc un manque d'amour, sans doute inconscient, et surtout un père qui était vraiment, je crois, aimant et gentil, mais loin de la paternité idéale. Alors mon père nous a quittés il y a 9 ans, je n'ai pas eu l'occasion de parler de ça avec lui malheureusement. En parallèle, ma mère avait arrêté de travailler pour s'occuper de nous, mon frère et moi, donc encore un modèle un peu patriarcal de toute évidence. Et moi j'ai passé de très nombreuses journées dans le jardin de la cité à écouter les conversations de ma mère et ses amis. Ça a été pendant des années. Et je crois que c'est peut-être de là que vient mon lien si particulier avec les femmes. Les conversations profondes et ma facilité à m'entendre avec elles. J'ai grandi avec une bande de garçons, et adolescents, on traînait, on faisait les 400 coups, on faisait aussi beaucoup de skate. Mais mon caractère s'est véritablement ancré, je crois, vers 13-14 ans, quand je me suis lié d'amitié avec Émilie. Émilie, c'était ma première amie, c'est toujours une amie très chère. Et on s'écrivait des lettres, on s'écrivait tous les jours, on s'appelait jusqu'à rendre fous nos parents respectifs. Et quand ils en avaient assez, j'allais dans la cabine téléphonique du quartier. Parce que oui, il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque. Ceux qui savent, savent. Et on continuait nos échanges. Cette relation, qui était parfaitement platonique, puisque en parallèle, Émilie était la petite amie de mon meilleur ami, avait une profondeur incomparable pour moi, avec les discussions que je pouvais avoir avec des garçons. Et elle a nourri en moi une sensibilité qui ne demandait, je crois, qu'à éclore. Depuis lors, mes amitiés sont très majoritairement féminines. Je dirais qu'elle représente entre 85, peut-être 90% de mon entourage proche. C'est drôle parce que on qualifie la sensibilité, l'écoute, la vulnérabilité de valeurs féminines. Pourtant, elles ne sont pas genrées, je crois pas, ce ne sont pas des qualités genrées, ce sont simplement des qualités humaines. Et encore plus intéressant, drôle d'une certaine manière, c'est que, marque de nos sociétés et de manière très curieuse, même aujourd'hui, je ressens le besoin de préciser que j'ai toujours été attiré sexuellement par les femmes. Comme si une petite voix m'imposait cette clarification de peur que vous nous fassiez d'autres suppositions. Ce qui serait pas très grave en réalité, mais tant qu'à être hétéro, autant l'être jusqu'au bout. C'est quand même la preuve que les préjugés ont la peau dure, même à l'intérieur de moi-même. Et j'ai conscience que c'est idiot, mais j'ai choisi de vous partager de manière sincère ce que je ressens. En 2 mots, ma vie s'est construite très majoritairement sur des amitiés hommes-femmes authentiques. N'en déplaise à ceux qui pensent que ces amitiés n'existent pas. Moi, de mon côté, en tout cas, je trace une ligne qui est très claire dans mon esprit entre mes amis et mes intérêts romantiques potentiels. Et cette sensibilité est peut-être la raison pour laquelle vous êtes majoritairement des femmes à suivre cette newsletter d'ailleurs, et sans doute mon podcast. Comme je l'ai décrit dans ma dernière newsletter, ces dernières années, j'ai travaillé sur ma gentillesse. Parfois excessive, pour dire le moins, pour renforcer ce que l'on pourrait nommer ma colonne masculine, qui est plus décisive, plus ancrée, plus forte d'une certaine manière. Et d'ailleurs, je ne peux que constater que depuis que je vis à Lisbonne, c'est-à-dire depuis 4 ans et demi, je me suis lié d'amitié principalement avec des hommes, avec lesquels j'adore échanger. J'ai même d'ailleurs à Lisbonne créé un cercle d'hommes dans mon salon pour libérer une parole authentique entre nous. Parce que en vérité, je ne sais pas si vous le savez, mais les hommes se parlent rarement de cœur à cœur. Parlons franchement, à être un homme aujourd'hui, en fait, ça relève du parcours d'obstacles. Et évidemment, je suis pas en train de dire que l'expérience féminine soit simple, loin de là, mais nous exécutons tous ensemble cette chorégraphie complexe de genre, d'identité qui définit notre époque. Et dans cette réflexion aujourd'hui, je me suis concentré évidemment spécifiquement sur les défis de la masculinité, donc ne m'en voulez pas si je ne parle pas de féminité dans cette newsletter ou dans ce podcast. Je l'avais pas forcément confié dans ma dernière newsletter, dans le dernier épisode que j'ai fait solo, mais ma gentillesse, mon côté débonnaire, trouve également leur origine dans un rejet des modèles masculins qui m'entouraient. Mon grand-père, en tout cas du côté paternel, mes oncles, mon père. Parce que, comme beaucoup d'hommes, bien sûr, de ma génération, j'ai construit ma masculinité en creux, d'une certaine manière. D'une certaine manière, c'était plutôt en opposition
plutôt que par affirmation, créant ainsi une identité qui est définie par ce qu'elle refuse d'être plutôt que par ce qu'elle aspire à devenir. Mon ami Jerry Hyde, que j'ai reçu sur Vlan avec sa femme, Mai Ua, l'analyse avec justesse. Les mouvements masculinistes ont parfaitement saisi la frustration des jeunes hommes d'aujourd'hui. Face à l'absence criante de modèles masculins positifs, un vide s'est créé, un vide qui est facilement exploitable. On a convaincu ces jeunes que le féminisme les avait dépouillés de leur héritage légitime, que la domination masculine, ça relevait de l'ordre naturel et qu'il fallait restaurer les anciennes normes pour retrouver leur place. Complètement stupide a priori, mais cette rhétorique toxique s'est renforcée dans un contexte où, en réalité, particulièrement dans les classes populaires, les jeunes femmes excellent davantage à l'école, mais aussi accèdent à des emplois qui sont mieux rémunérés, et donc, d'une certaine manière, ne permettent plus aux hommes d'avoir ce rôle traditionnel de pourvoyeur. Et par conséquent, de nombreux hommes se tournent vers ces visions régressives comme une bouée de sauvetage identitaire. Plus troublant encore, certaines femmes adhèrent également à cette vision. Peut-être vous vous demandez pourquoi, mais parce qu'au fond, je crois que elles non plus ne sont pas attirées par un homme qui est perçu comme faible, insipide, fade, hésitant, trop conciliant, ou alors perpétuellement dans l'excuse. Et avouons-le, quand j'utilise ces mots, vous vous rendez compte que c'est pas particulièrement séduisant. La misogynie, en réalité, elle est culturelle et elle transcende les genres. Les femmes elles-mêmes ont intériorisé ces schémas toxiques. Et dans un monde qui semble s'effondrer sous nos yeux, le retour à des valeurs qui pourraient sembler élémentaires peut paraître réconfortant, même lorsqu'elles sont fondamentalement régressives. Aujourd'hui encore, de nombreuses femmes construisent leur identité autour de l'idée que l'homme doit subvenir, généralement seul, aux besoins du foyer et protéger le cas échéant. Et elles perpétuent ainsi une dépendance financière qui maintient des relations de pouvoir favorables aux hommes, clairement. Dans le même temps, cette masculinité en creux, qui est vide, voire fantomatique, elle est née de l'absence de modèles positifs, on en a déjà parlé. Et ça, c'est devenu la norme. Et face à ce flou identitaire, l'image de l'homme misogyne traditionnel apparaît peut-être comme un phare de clarté pour certaines. Il est puissant, facilement identifiable, il est prospère, il est entouré de belles femmes et propriétaire d'objets ostentatoires. Pour des jeunes qui peuvent être désorientés, anxieux, comme pour des adultes élevés dans des paradigmes obsolètes, cette masculinité toxique, elle devient séduisante par défaut. Les pères démissionnaires provoquent des bouleversements profonds dans le développement de leurs enfants, et c'est aussi vrai chez les filles qui connaissent d'ailleurs, et c'est statistique, plus de grossesses adolescentes. En réalité, à force de réduire la paternité à un rôle économique et social défini par le statut et l'apport financier, on est en train d'assister aujourd'hui à un désastre identitaire dont les conséquences ne font que commencer à se manifester, je crois. Et pour démêler ces questions complexes, j'ai voulu remonter à la source, en tout cas au moment où la culture pesait sans doute moins lourd sur nos comportements. Je pense évidemment à la préhistoire. Alors, la préhistoire humaine s'étale sur 2,5 millions d'années et elle représente en réalité 99,8% de notre histoire. Donc, évidemment, vous imaginez bien qu'elle est constituée de multiples phases. Mais pour faire court, on va dire, quand on interroge des experts, et vous pouvez écouter l'épisode 204 avec Marilène Patou-Matisse, qui est une préhistorienne, il leur est impossible de définir clairement des rôles genrés à cette époque. D'abord, il est prouvé que les femmes chassaient autant que les hommes. Et oui, elles chassaient le mammouth, évidemment. Et non, nos ancêtres n'avaient pas établi de rôle de l'homme dans la reproduction, ce qui empêchait évidemment tout système patriarcal structuré, puisque l'homme, du coup, n'avait, pour eux en tout cas, aucun rôle dans la procréation. Et c'est intéressant, mais la sédentarité des femmes, elle est en réalité apparue avec la fin du nomadisme et donc l'invention de l'agriculture. Et c'était seulement il y a 10 ou 15 000 ans, à peu près. Et quant à l'imagerie de la femme préhistorique restant dans la grotte et tirée par les cheveux par un homme des cavernes, j'imagine que vous l'avez en tête. En fait, cette imagerie, elle a été créée au 19e siècle et ne représente aucunement une réalité historique. Il s'agit simplement d'une projection d'une époque sur une autre. Pour aller plus loin, j'ai eu l'immense plaisir de recevoir l'un des primatologues les plus respectés au monde. Il s'appelle Frans de Waal. Primatologue, ça veut dire qu'il s'intéresse aux primates, comme nous, bien sûr. Car au final, tout autant que nous sommes plus proches des humains préhistoriques qu'on aimerait bien le croire, en fait, on est aussi, évidemment, bien sûr, des primates. Et on est très proche des grands singes. Et ces conclusions sont
éclairante. La distinction entre le sexe biologique et l'identité de genre, elle est évidemment cruciale. Son bouquin d'ailleurs s'appelle Différent. Si une identité biologique existe, l'identité de genre est largement formée par l'imitation et l'apprentissage social. Les enfants observent et reproduisent les comportements associés à leur genre, et ça active chez eux le centre de récompense au niveau du cerveau. Et si les différences physiologiques sont indéniables, évidemment, on ne va pas remettre en question le cycle menstruel, la gestation, l'allaitement, qui sont a priori exclusivement féminins. En fait, la conséquence surtout de tout ça, c'est que les mâles ont tendance à considérer leur corps comme moins important. Mais en réalité, la différence semble s'arrêter là. Contrairement aux idées reçues, l'instinct maternel, tel qu'il est conçu, n'existe pas vraiment. Il y a une attirance, effectivement, des femelles, on parle des primates évidemment, vers les bébés, mais les compétences maternelles s'apprennent par l'observation. Il y a une attirance des femelles vers les bébés, mais les compétences maternelles s'apprennent par l'observation. Et d'ailleurs, quand une femelle meurt et laisse un bébé derrière elle, ce n'est pas une autre femelle qui prend le relais avec les bébés, mais un mâle, qui développe alors dans son cerveau les mêmes éléments qu'une femelle, et ce sont des éléments qui ont attrait aux soins. Il est vrai qu'à la naissance, les mâles sont un peu plus turbulents et plus actifs que les femelles, mais encore une fois, une partie de ce comportement est aussi générée par du mimétisme social pour répondre aux exigences du centre de récompense au niveau du cerveau. Et c'est important de bien comprendre cette différence. De même, l'idée qu'un mâle cherche nécessairement de nombreux partenaires tandis qu'une femelle serait sélective est totalement fausse. En fait, chez les chimpanzés et chez les bonobos, De Waal nous explique que les femelles primates sont également entreprenantes sexuellement et recherchent souvent de multiples partenaires. Autre idée fausse, l'idée que la protection des femelles doivent être faite par les mâles, c'est une construction sociale. Bien sûr, il y a des mâles qui sont généralement plus grands que dans de nombreuses espèces, et cette différence, elle est souvent plutôt liée à la compétition entre mâles plutôt qu'à la préférence des femelles elles-mêmes. D'ailleurs, De Waal note que le dimorphisme sexuel, c'est-à-dire la différence de taille entre les deux genres, est relativement faible chez les humains, les chimpanzés et les bonobos, comparativement en tout cas à d'autres mammifères. Enfin, concernant les émotions, De Waal suggère que si leur intensité peut être similaire entre mâles et femelles, leur expression est encore là fortement influencée par des règles culturelles. Les mâles, dans un contexte de compétition, cachent souvent leur vulnérabilité, non par nature mais par construction sociale. Nous cherchons donc à opposer une réalité physiologique, les hommes et les femmes sont bien plus semblables qu'on veut nous le faire croire, à une réalité sociale, c'est-à-dire des millénaires de patriarcat. Mais dans le même temps, il est illusoire de penser que l'on puisse s'abstraire totalement de ce contexte social. On vit dans une société patriarcale et on doit faire avec. Et évidemment, je ne vais pas remonter à cet endroit, mais les trois grandes religions qu'on connaît, c'est-à-dire le judaïsme, l'islam et le christianisme, ont joué un rôle structurant pour l'installation du patriarcat. De mon côté, en tout cas, pour les hommes de 2025, je ne crois pas aux hommes qui soient parfaitement déconstruits. Mais très souvent, ce que je note, c'est que les femmes ne le sont pas non plus. Et au mieux, je crois que l'un comme l'autre, on peut s'éduquer sur le sujet, qu'on peut observer le patriarcat dans nos pensées et développer suffisamment de conscience de soi pour prendre le recul nécessaire. Et parfois, ça sort. J'imagine pour vous comme pour moi, vous dites des conneries, ça vous échappe et dans ce cas-là, il faut s'excuser. Et une preuve simple, c'est que si l'expression « allez, fais pas ta meuf » ou « soit un mec » résonne, ou si quand vous pensez à quelqu'un qui prend soin, vous pensez automatiquement à une femme ne serait-ce qu'une seconde dans votre cerveau, vous savez exactement ce à quoi je fais référence. Idem pour la galanterie. Et face au retour en force d'une masculinité toxique, très claire entre Trump, Vance, Tate, Zuckerberg, Bezos ou Musk, et la dérive de plein d'espaces communautaires, typiquement les dérives de la communauté musculation qui est en train de partir, en tout cas en grosse partie vers le masculinisme, je crois qu'il est essentiel de proposer une alternative. Et comme me le faisait remarquer Maï, qui est également co-autrice avec Jerry, je l'ai pas dit encore, mais du documentaire Make Me a Man, en m'envoyant un réel sur Instagram, elle m'a fait remarquer que les hommes gentils utilisent parfois cette masculinité toxique à leur avantage. Moi, je vais te défendre contre ces hommes qui sont toxiques. Mais du coup, cette masculinité en creux, c'est pas une solution viable,
car elle suppose le masculinisme pour exister. Et ces hommes restent d'une certaine manière passifs et complices. D'ailleurs, ils montent rarement au créneau quand ils en ont l'occasion. Et il faut reconnaître qu'une société qui vénère la compétition, la domination et l'accumulation, que ce soit de biens, de pouvoir ou de notoriété, est fondamentalement patriarcale. Ensuite, je crois qu'il est crucial de comprendre qu'il existe des masculinités et des féminités plurielles. Il n'y a pas une seule bonne manière d'être au monde, heureusement. Et personne, je crois, n'a besoin de s'enfermer dans un carré minuscule défini par des stéréotypes étroits. Encore une fois, la série Adolescence sur Netflix montre bien comment les hommes souffrent aussi du patriarcat. Aucune place n'est laissée à la vulnérabilité, qui est considérée comme une faiblesse, ce qui entraîne une atrophie de la capacité à exprimer ses émotions. J'ai même observé que certains hommes n'arrivent pas à décrire ce qu'ils ressentent vraiment à l'intérieur. Leur vocabulaire émotionnel, il se limite souvent à la joie, la frustration ou la colère. Et ma conclusion personnelle, c'est que on peut développer une masculinité qui soit posée, ancrée et qui ne soit pas toxique ou effacée. Et cette masculinité équilibrée implique une intelligence émotionnelle qui soit développée. Mais aussi, je crois, l'assurance de ses envies, de ses points de vue, une évolution constante en tant qu'être humain, notamment en matière de sexualité, où, ce que j'ai remarqué aussi en faisant des épisodes, c'est que les hommes, trop souvent croient devoir savoir et dominer, alors que personne ne sait vraiment en réalité, puisque on a tous été éduqués par le porno, qui est clairement pas le meilleur exemple. On doit aussi pouvoir reconnaître ses torts et poser des limites claires. En fait, comme le résume Jerry, je crois que c'est la définition la plus parfaite, il s'agit simplement d'être un adulte. Ça implique de dialoguer avec d'autres hommes qui ont développé cette maturité émotionnelle, qui n'est généralement et malheureusement pas une question d'âge. Et finalement, comme pour tout être humain, je crois que la tendresse est le fondement ou un des fondements d'une masculinité qui soit saine. Être un homme suppose en fait d'intégrer toutes les parties de soi. La force et la vulnérabilité, le courage et la sensibilité, l'indépendance et la connexion. Et pour revenir à la question initiale, le rôle du père n'est pas de faire de son fils un homme, mais simplement, ou peut-être est-ce plus compliqué, un être humain entier. D'ailleurs, la théoricienne féministe Bell Hooks nous offre ici une boussole que je trouve précieuse. Dans son ouvrage La volonté de changer, homme, masculinité et amour, elle soutient que le patriarcat blesse profondément les hommes, on en a parlé. Mais elle, ce qu'elle dit, c'est qu'elle pense que ça les prive de leur pleine humanité émotionnelle. Selon elle, les hommes souffrent d'une blessure de l'âme en étant conditionnés à réprimer leurs émotions et à éviter la vulnérabilité. Si je devais traduire ces théories en conseils pratiques pour mes semblables masculins, voici ce que je retiendrai. D'abord, il faut reconnaître que notre capacité à aimer a été diminuée par le patriarcat. Non pas pour nous victimiser, mais pour comprendre ce qui nous empêche d'être pleinement présents dans nos relations. La deuxième chose, c'est de développer une conscience critique de la manière dont les médias, et de manière plus générale la culture, façonnent nos idées de la masculinité. Et je pense que c'est important d'oser questionner ces messages. 3, il faut pratiquer activement la vulnérabilité. Non pas comme une faiblesse, mais comme la plus grande des forces qui soit, évidemment. Comme l'écrit Bell Hooks, l'amour ne peut pas fleurir dans une culture de domination. C'est impossible. Et puis 4, créer des espaces entre hommes, où l'on peut partager ouvertement ses peurs, ses doutes, ses émotions, et évidemment, sans jugement. Il y a un 5e point aussi que je trouve intéressant, c'est qu'il faut embrasser ce que Hooks appelle une éthique de l'amour, qui valorise la connexion, le soin des autres et la croissance personnelle au-delà de la performance de virilité. Et en fait, cette masculinité réinventée n'est pas juste un retour en arrière vers des archétypes dépassés, ni une négation de ce qui fait la spécificité masculine. En fait, c'est une proposition d'avenir, un équilibre dynamique qui répond aux besoins, que je crois profonds, des hommes, tout en s'inscrivant dans une société qui aspire à l'égalité. Je crois que le temps est venu de dessiner ensemble ce que pourrait être cette masculinité du XXIe siècle. Pas à lavette, pas à macho, mais juste pleinement humaine.